Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques jours, Sens Créatif fêtera sa 5e bougie lors d'un épisode d'anthologie enregistré en public à la Slow Gallery à Paris à partir de 19h. Avec un casting 5 étoiles dont le joyeux duo Gros-Duc et Boucard, le talentueux Pierre-Emmanuel Liet et la luxuriante Yukiko Noritake. Sans oublier la petite rétrospective sur l'histoire de Sens Créatif en deuxième partie. On espère vous y voir très nombreux. Et comme on ne fait jamais les choses à moitié, en guise de compte à rebours, nous avons le plaisir de vous annoncer que chaque jour jusqu'au 6 décembre, nous rendrons public les 6 épisodes des Keepers of the Keys qui étaient précédemment une exclusivité pour les membres du Patate Club. On espère que ça vous plaira et on compte sur vous pour être nombreux et nombreuses lors du live enregistré à la Slow Gallery le 6 décembre prochain. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, aux lives mensuels exclusifs avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Et ça y est, on est en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Salut Fred, salut Laurent. Salut Jérémy. Bienvenue à tous dans ce 3e épisode des Keepers of the Keys, les gardiens des clés en français. Un épisode mensuel exclusivement réservé aux membres du Patate Club qui nous soutiennent sur Patreon et Tipeee. Dans cette émission, une fois par mois, nous allons à la rencontre d'un DA, d'une DA, d'un galeriste, d'un éditeur, éditrice ou d'un agent pour qu'il nous emmène dans les coulisses de son métier et pour vous permettre à vous, les contributeurs et contributrices de Sens Créatif, de leur poser toutes vos questions. Et sans plus attendre, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Fred Benaglia, auteur, illustrateur et directeur artistique chez Bayard Jeunesse depuis plus de 20 ans, il me semble. Ah, il les a passés là. Ouais, bonjour tout le monde. Salut ça, Fred. Ouais, c'est ça. 22 ans exactement. Ah voilà, 22. Et tu nous reçois chez Bayard même. Ah voilà, oui, j'ai trouvé un tout petit coin un peu paumé là pour pouvoir être tranquille. Trop bien. Bah, bienvenue sur le podcast Fred. Très Merci. Content de papoter avec toi aujourd'hui. Surtout que j'avais déjà été en contact avec toi il y a quelques années. On avait failli faire quelque chose et puis finalement ça s'est pas fait. Mais voilà, c'est jamais perdu. Quelques années plus tard, te voilà avec nous aujourd'hui. Exactement. Merci en tout cas pour l'invite. Bah, merci à toi. On a une petite question, Fred, qui est un petit peu rituelle sur le podcast, qui est qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin? Ce qui me motive, alors il peut y avoir une version franche et une version pas franche. Non mais la version franche, c'est que il faut croûter dans la vie, donc il faut se lever. Et puis en plus, je suis pas tellement attiré par rester au lit, donc ça me coûte pas des masses. J'aime bien être dans le jour et tout, donc ça se passe bien. Et puis après, plus professionnellement parlant, moi j'aime bien faire des images. Et puis dans côté DA, forcément, s'adresser aux enfants, faire des projets qui sont chouettes en magazine et en livre, et ça me motive quand même pas mal. Ouais. Et puis avec une responsabilité comme la tienne, tu peux pas te dire oh non, pas aujourd'hui. Ouais, difficilement, c'est vrai, quand même. ça donne un mauvais exemple quand même. Parce qu'à l'heure actuelle, quel poste tu occupes exactement chez Bayard? Alors, moi, je suis directeur artistique, donc là, et rédac chef adjoint. Alors, le poste exact aujourd'hui, c'est d'être un directeur artistique plutôt transversal sur Bayard Jeunesse. On a à Bayard créé il y a 15 ans une cellule qui est une cellule de création et de développement en fait, qui est comme une mini agence à l'intérieur de Bayard, et qui a comme mission de développer les personnages, les héros, de créer des nouveaux projets presse, et puis dans mon cas, gérer un tout petit peu la partie com et stratégie un peu globale de Bayard Jeunesse, de la marque Bayard Jeunesse. Donc voilà, je mets un peu mon nez partout. Donc ça c'est sympa, et ça c'est après quasiment 15 ans où j'ai été en rédaction, et donc rédac chef adjoint et DA des magazines de lecture à Bayard, donc des premiers J'aime lire jusqu'à Je bouquine. Donc des tout petits qui arrivent dans la lecture jusqu'aux ados, aux collégiens.
Mais rassure-moi, tu dessines encore à côté, non? Oui, voilà. Non, alors 3 jours par semaine à Bayard et 2 jours dans mon atelier. Ah ouais, c'est bien délimité, c'est clair Il et faut que net. ce soit délimité parce que assez rapidement, là je le dis comme ça, mais c'est assez peu étanchéisé quand même. C'est-à-dire que je suis toujours branché quand même un peu sur Bayard et puis mon mail fonctionne et mes équipes de graphistes, je veux pas non plus les pénaliser et disparaître complètement le jour où je suis dans mon atelier, donc il faut bien faire avancer les dossiers. Ouais, donc t'as une porosité, Je quoi. jongle un tout petit peu quand même. T'as une porosité entre les deux activités. Ouais, mais nécessairement. Alors plus dans le sens où quand je suis à l'atelier chez moi pour mes projets, je suis un peu sollicité par Bayard. Bon voilà, mais tout ça reste quand même très très encadré malgré tout quoi. T'arrives à débrancher? Enfin, Ouais, non mais oui, c'est vrai que c'est un vrai sujet ça, arriver à étanchéiser d'une certaine manière et à zapper de façon, voilà, je pense que j'ai acquis ça depuis un moment. C'était pas toujours facile, ça l'est pas toujours, hein, de temps en temps, on se pose des questions, on se dit oh là là, mais il y a plein de choses que je pourrais faire en tant qu'auteur illustrateur et que finalement je refuse de faire parce que j'ai pas le temps nécessaire. Après, j'ai des jours où on parlait de se lever le matin, mais je me lève le matin avec l'idée que je peux faire ça de façon assez aisée et facile, et puis des moments où j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué. Ça ajoute à ça, mais ça vous connaissez tous, hein, la vie de famille et puis la vie personnelle qui... T'as des enfants? Ouais, 3 enfants, ouais. Ah ouais, 3 enfants. Ils ont quel Franchement, âge? forcément, et il a 23 ans, 14 et 9. Ah oui. J'ai un beau panel. Ouais. Pardon, je t'ai coupé, tu voulais dire quelque chose d'autre? Non, juste non, exactement ça. Donc en fait, il y a aussi ce pan de la vie qu'il faut pas oublier, parce que souvent les artistes, enfin ou en tout cas les créatifs, enfin j'ai déjà parlé longuement avec plein de copains là-dessus, on met parfois ça un peu de côté. Or des fois on peut s'en mordre un peu les doigts à terme de pas avoir profité de nos enfants. Ouais. Tu veux développer? C'est un sujet qu'on n'a pas encore trop abordé. Non, mais c'est un sujet qui est intéressant parce que en fait, quand on est créatif, quand on est freelance notamment, je pense qu'on est tellement dans la recherche de travail pour pouvoir évidemment croûter. Payer ses factures. Ouais. Il faut être super disponible. Et puis parfois, voilà, ça déborde sur des week-ends, ça déborde sur des vacances. On se les octroie pas forcément. On se les autorise pas forcément ces vacances. Ouais, on emmène le travail en vacances. Voilà, effectivement. Alors moi c'est moins mon cas parce que j'ai cette chance d'être salarié à côté, donc j'arrive à quand même sanctuariser ça. Mais je pense souvent à ceux qui sont justement freelance, c'est pas toujours évident. C'est peut-être une question personnelle, mais est-ce que tes enfants te l'ont déjà fait sentir? Non, pas du tout. Non, okay. non, c'est en parlant. Non, parce que pour le coup, j'ai toujours été assez carré là-dessus, c'est-à-dire que je tiens à mes week-ends, je tiens à mes vacances avec eux, mais après voilà, parfois ça déborde forcément parce qu'on est un peu à la bourre, mais j'en fais pas quelque chose de régulier quoi. C'est quelque chose, voilà, j'y tiens vraiment à sanctuariser ça. Et en parlant avec des potes ou avec des copines, tout ça, parfois quand on est freelance, on est obligé l'angoisse finalement de pas avoir de boulot, de pas répondre. Ça t'oblige à plus avoir tellement de rythme aussi sanctuarisé dans ta famille, et ça peut être un problème. Mais bon, je veux pas faire de la psy de... Non, ça c'est aussi un petit peu la touche sens créatif, hein, on aime bien un peu ces sujets-là également. Ah oui, ça fait partie de la vie. Ouais. Exactement, genre nous on s'intéresse à tout ce qui est un peu à la vie du créatif, au-delà du craft, tu vois. Donc du coup, il y a l'aspect un peu holistique du podcast. Mais tu me parlais de sanctuariser, ça ressemble à quoi, toi, hormis, j'imagine bien, le fait de respecter les week-ends. Tous les deux, comme tu sais, avec Laurent, on a des enfants. Moi, le mien a 5 ans dans un mois, et j'en ai un d'1 an et demi. Et Laurent en a un de 9 et de 1 an. Non, regarde, derrière. Ah, 10. Ah, 10, voilà, oui, voilà. Et c'est des vrais problèmes. À 9 mois, ouais. Et on a des gens aussi dans le chat qui nous regardent aujourd'hui, je sais, qui ont des enfants. Donc et qui en effet on veut croûter, on aime trop nos métiers, on a envie de percer, on aime ce qu'on fait, mais avec la vie de famille c'est pas simple. Et donc tu as utilisé ce mot sanctuariser. Qu'est-ce que tu mets sanctuariser, c'est de se dire en couple comme en famille, c'est de se dire voilà,
on essaie de pas toucher à son ordi, pas toucher à ça fait des dessins pour être en qualité de présence, pleinement, entièrement pour les gens qui nous entourent. Ouais, donc t'as conscience de dresser un cadre très précis. Pardon, Laurent. T'as conscience de dresser un cadre très précis en fait pour justement sanctuariser. Et c'est pas forcément la quantité. Tu vois, c'est-à-dire que c'est de se dire un samedi après-midi, si j'ai du boulot le samedi matin ou le dimanche matin, le samedi après-midi, je range tout et je fais entièrement avec eux. Tu vois, c'est pas d'avoir forcément de se dire samedi, dimanche, mais en même temps d'aller toujours sur mon téléphone à regarder ce qui se passe. Non, mais c'est un vrai enjeu, hein, la qualité de présence. Alors ça, on peut faire le lien même avec la vie d'entreprise, mais on est tellement sollicité sur écran et sur nos multi-écrans que la qualité de présence, parfois, a tendance un tout petit peu à être dégradée quand même. J'ai vu sur ton Insta que tu n'avais plus rien publié depuis 1 an. Pourtant, tu as publié, tu as fait la petite... non, alors tu as dû te tromper parce que l'Insta, il est assez alimenté, pour le coup. Ah, attends, mais lequel t'en as qu'un seul d'Insta? Oui, j'en ai qu'un seul, hein. T'as tout de suite. Non, ou alors t'as dû faire des jumps. Attends, Fred Benaglia. Non, écoute, il est alimenté. Alors, il n'est pas alimenté tous les jours, mais il a plutôt... Je pose des choses, des dessins que je fais, des céramiques. Moi, le dernier que... Ah non, autant pour moi, c'est parce qu'ils sont pinned. Les trois en haut, on s'en fout, hein, mais d'accord, ok, oui, ils sont pinned au 31 janvier 2022. Bref, c'est pas grave. C'est pour ça. On s'en fiche un petit peu. D'accord. Bon, mais du coup, avant de plonger là dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut retourner un tout petit peu back in time et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et comment tu es devenu un peu cet auteur, illustrateur et directeur artistique prolifique? Alors, j'ai fait un parcours assez classique en école d'art, donc j'ai fait l'école Estienne. On va commencer l'histoire là parce que bon, c'est pas tellement. Il se passe rien avant. Jeune, si je dessine comme les Lego, les bandes dessinées, le journal de tu vas pas à Estienne par hasard? Non. Je dessine beaucoup. Je fais un bac déjà, et là, je remercie mes parents parce qu'ils étaient pas du tout dans le milieu, mais ils me font confiance. Et là, je fais un bac art appliqué. Alors, à l'époque, c'est vrai que ça débutait, hein, les bacs F12 à l'époque. C'était quand même des choses un peu obscures. Ça s'appelle plus comme ça. Pour les parents. Maintenant, je compatis avec mes parents, mais ils ont été quand même ultra compréhensifs. Ils ont eu le nez. Le nez, ou en tout cas, parfois, je me dis, c'est ça. En ne connaissant pas forcément des filières, on est un peu moins angoissé. Je le serais certainement plus avec mes enfants s'ils m'avaient annoncé des choses. Mais je pense qu'ils étaient confiants et plutôt contents de savoir que j'avais trouvé quelque chose d'intéressant à faire de ma vie. Et donc, ils m'ont ouvert ces portes-là. Et on avait un lycée qui proposait un bac art appliqué à Antibes. Je suis Antibois. Et donc, j'ai passé des années de lycée plutôt sympas. On rappelle combien d'heures, combien d'heures d'art appliqué il y a dans sa section. C'est une vingtaine, quoi, à peu près. Voilà, ouais, c'est une grosse partie de ta semaine qui est consacrée à l'atelier. Il y a toutes les matières après, je dirais classiques sont présentes, mais c'est vrai qu'il y a une grosse part d'art appliqué. Donc on explore les grands champs d'art appliqué, un design, graphisme, stylisme et design d'objets, design. Donc en fait, à partir de là, on fait plein de projets, on choisit. Moi, j'ai choisi plutôt graphisme et milieu d'image, et j'étais pris à Estienne. Et donc à l'époque, c'était pas des modes comme maintenant où on a licence et master, c'était du BTS. Et on avait 2 ans, et j'ai été embauché. J'avais pas envie de continuer, moi. À l'époque, il y avait le DSA, donc le diplôme supérieur d'art appliqué, qui maintenant est l'équivalent d'un master finalement. Et je n'avais pas tellement envie de continuer les études, donc j'ai été embauché à Nice dans une agence de pub, avec Hervé Laroche, qui avait un studio de design graphique super, et on a comme ça été une toute petite équipe, et c'était hyper sympa. Et puis je suis remonté à Paris pour mon service militaire, qui existait quand même encore à l'époque. Et là j'ai fait le service militaire, mais au CIRPA, au sein des équipes en fait de journalistes et de graphisme au sein du CIRPA, qui était le service d'information de l'armée.
Trop bien, t'as fait des dessins à l'armée, quoi. Voilà, Des donc dessins, un moyen de remonter à Paris, tout frais payé. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent? Pourquoi tu rigoles? Bah, des dessins, peut-être pas. Hein. T'as Non, pas dû c'est faire pas beaucoup de des dessins. dessins, mais enfin, c'est du graphisme. On faisait, en fait, Oui, des du graphisme, des presse, mises en page ou des flyers. des magazines, voilà. Bon, j'étais pas totalement obtus, en tout cas sur ce sujet-là. Donc voilà, ça m'a permis quand même d'être en contact avec plein de gens de ma génération, des graphistes, des illustrateurs qui, eux, un peu comme moi, étaient un peu obligés de faire ça. Finalement, on a mêlé l'utile et l'agréable. On est monté à Paris et puis on s'est bien marré pendant 1 an. Et ensuite, j'étais embauché en agence à Paris. Donc voilà le parcours. Je suis resté 4 ans DA là-bas et puis ensuite, comme je travaillais comme illustrateur parallèlement, grâce à Michel Lagarde que vous avez déjà reçu, qui est mon agent, qui est un ami, j'ai commencé à avoir des commandes. Je travaillais quand même régulièrement pour Bayard et quand Bayard. Ah, tu bossais déjà. Ah non, pas en tant que DA, mais tu bossais en tant Non, ouais, qu'illustrateur comme pour Bayard. illustrateur. Et puis puis un jour, je rencontre une DA qui s'appelait Pascal Desmuliers à l'époque, qui était DA de Albin Michel Jeunesse, qui travaillait avec Serge Bloch. Serge Bloch, ouais. Et donc on a commencé à lier amitié avec Serge. Et puis un jour, un poste s'est libéré d'une certaine manière. En tout cas, il cherchait un DA à Bayard. Et il m'a appelé, il m'a dit bah tiens, comme t'es DA et puis enfin graphiste et puis illustrateur, c'est des beaux profils en tout cas pour Bayard. On a toujours cherché un peu ça, ces profils où on mettait la main à la pâte tout en sachant quand même gérer des équipes de pages et puis concevoir des magazines. Donc il m'a fait rentrer avec Pascal et voilà, j'ai commencé comme ça en rentrant à Bayard, toujours à mi-temps. Et tout de suite, t'avais envie? Parce que peut-être t'as eu cette tentation de, ah non, moi je suis un auteur, illustrateur, je veux que faire mes dessins parce que... Ah non, moi j'ai jamais eu, en fait, parce que j'avais une formation de graphiste, j'ai jamais eu, et j'ai toujours bossé en entreprise, j'ai jamais eu ce désir-là, en fait, d'être totalement auteur. Ça m'arrive plus sur le tard maintenant. Ça m'arrive plus maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours un peu difficile de partager son temps. Et parfois, c'est vrai qu'on se dit, ce serait super de pouvoir avoir vraiment du temps entièrement et se libérer de toutes les contraintes que j'ai à gérer dans l'entreprise. Mais en fait, c'est assez cyclique. Après, je reviens en me disant, mais quand même, travailler en équipe, c'est quand même super. C'est quand même vachement une notion de cycle tout le temps. Hein. C'est vrai qu'on se trouve, justement, c'est toujours l'idée des envies et des besoins. Le besoin, c'est ce qui te porte toute ta vie. Les envies, c'est ce qui vient et qui va et qui s'en va si tu le transformes pas en besoin. Et forcément, t'as des moments comme ça de cycle où tu te dis, oui, je peux être auteur pleinement à 100%. Et puis des fois, tu te dis, en fait, c'est vachement bien aussi le teamwork et de retrouver les... Ouais, puis j'ai quand même une vision qui est pas totalement idéalisée du métier d'auteur, parce que en étant DA et auteur, tu vois aussi ce que ça engage quand même d'être seul dans son atelier, de proposer des projets qui sont pas toujours bankable, enfin je sais pas comment dire, ça peut être très beau et puis que la critique trouve ça super, mais bon, ça se vend pas et puis t'en vis pas forcément. Donc voilà, c'est une mise en danger. Après, avec le temps, là où je prends de la confiance, parce que je sais aussi je suis un peu plus en confiance dans mes capacités à travailler en dehors de mon travail de salarié. Mais c'est un sujet qui m'a jamais traversé au tout début, en tout cas, cette idée d'auteur, de devoir être auteur et de faire mes choses. Ce que je trouve intéressant, c'est que t'as pas cette vision romantique quelque part. C'est que 22 ans dans le métier, t'en as vu des vertes et des pas mûres, et justement, t'as pu un peu rouler ta bosse entre ce qui est bankable, ce qui est pas, les envies personnelles, le travail en entreprise, et ça te permet, j'imagine, d'avoir une vision réaliste et de continuer de manière quand même plutôt continue. Quand on se lance, j'ai l'impression qu'on a vraiment des étoiles plein les yeux et qu'on a ce côté un peu genre, on a envie de tout péter, et aussi on se prend un peu genre très au sérieux, et que quand on rentre dans la réalité du terrain, l'industrie ou le milieu n'est parfois pas doux, parfois il y a une sorte de façade comme ça très un peu sexy pardon, c'est du dessin, c'est l'illustration, c'est de la presse, mais la réalité elle est parfois un petit peu plus... Non, elle est beaucoup plus rude, ou en tout cas elle est beaucoup plus
intransigeante. Enfin, c'est-à-dire elle vous met directement dans des réalités qui cassent un peu cette vision-là, quoi. Un peu Et puis tu idéalisée. contrôles pas le marché. Après, ce qui est formidable quand même dans ce métier, c'est qu'il y a la surprise. Ça, c'est un truc qui est quand même assez fort. C'est que tant qu'on reste sensible à l'idée que cette vie peut être surprenante, c'est-à-dire qu'elle peut vous apporter des commandes un jour alors que vous doutiez pas 3 heures avant que vous l'auriez, ça nous met dans une espèce de dynamique de vie qui est quand même géniale, enfin, comparativement à, je sais pas, des gens qui ont une vie beaucoup plus routinière, beaucoup plus régulière, pas forcément moins intéressante, mais plus routinière. Moi, je me dis, c'est ça qui me fait kiffer. C'est, tu vois, on disait, qu'est-ce qui te fait lever le matin, c'est que, en gros, il peut y avoir n'importe quelle surprise qui peut me tomber sur la tronche aujourd'hui. Une commande, quelqu'un qui t'appelle, qui te dit que c'est super. Ah bah tiens, on ferait bien un projet ensemble. Ça, c'est quand même assez génial. C'est assez peu de métiers qui peuvent l'offrir quand même, ça. C'est vrai. Le téléphone peut sonner à tout moment et t'offrir un sujet, une approche que t'as jamais faite. Et puis j'imagine qu'en tant que DA, c'est aussi pareil. C'est que il faut tout le temps se renouveler. Les sujets sont différents. Alors je sais pas comment ça se passe chez Bayard. Est-ce qu'ils sont plutôt ouverts à la nouveauté et au fait de faire des choses différentes? Mais en tout cas, faut tout le temps se renouveler parce qu'il faut sortir les magazines. Oui, bah il y a des magazines réguliers qui eux, dans leur écosystème, sont toujours dans la recherche de création, ne serait-ce que d'aller rechercher de nouveaux illustrateurs, illustratrices, des nouveaux auteurs pour écrire, je parle pour les titres fiction, mais des nouveaux écrivains, des nouvelles autrices, etc. Donc en fait, il y a toujours cette part de surprise d'aller rechercher, peut-être chercheuse comme ça, qui est très sympa. Puis après, il y a cette idée, en tout cas, là, il se trouve que à Bayard, avec cette cellule et ce studio de création, on est tout le temps en recherche aussi de nouveaux projets de magazines. Enfin, on cherche, là, notamment avec les équipes, les équipes de ceux avec qui on travaille sur la cellule, on travaille sur des nouveaux projets, on lance des idées en brainstorming, puis on se dit tiens, quel type de magazine pourrait sortir la tête de l'eau de tout ça. On pousse en petit comité, en petit groupe, et puis peu à peu on se dit tiens, sur les 7 ateliers par exemple qu'on a lancés, on va en sortir 3 l'année prochaine, quoi. Alors ça, nous, c'est beaucoup de la vente au numéro, donc on est soumis quand même à une forme d'exigence du public. Enfin, on est toujours confronté quand même à un aspect marketing quand même, parce qu'il y a quand même un public, donc on va pas faire n'importe quoi, mais on part quand même d'une demande, d'un truc intuitif qu'on a nous en tant que créateur et concepteur, quoi. On dit tiens, ça manque quelque chose, il manque quand même une offre là en presse. On tente ça. Ça, c'est assez génial. Pour Bayard Jeunesse, c'est super. Et pour répondre à votre question, si Bayard, en tout cas, c'est parce que c'est ma maison, mais en même temps, je le dis de façon très autant franche. Être bien dans sa maison, c'est sûr. On est très non, mais il y a vraiment une envie de création forte, quoi. Et tu parlais de faire vivre l'existant tout en recherchant des choses nouvelles. Ouais, faire place à la surprise ou générer la surprise. Et je me demandais, ça pourrait être le titre de l'épisode, ça. Laisser place à la surprise. Et toi aussi, en tant que tête chercheuse, tu dis que tu es tout le temps à la recherche. Comment ça se passe, ce côté directeur artistique, dénicher des nouveaux talents? Comment ça se passe pour toi? Ça s'est beaucoup déplacé, en fait. Enfin, les canaux de rencontres se sont un peu déplacés très longtemps. Moi, j'ai connu quand même la période où les gens se déplaçaient avec leur book papier, et puis il y avait pas tellement je l'ai fait. Voilà. Et c'était une période qui a été assez courte finalement dans ma vie professionnelle, parce que très vite Internet est arrivé, et puis les échanges se sont développés plutôt dans ce canal-là, mais on avait quand même des rituels. Je me souviens du salon de Montreuil où il y avait alors ça existe encore, parce que le physique, on y revient quand même beaucoup, mais c'est toujours important. Mais il y avait quand même de façon très rituelle des rencontres avec les illustrateurs qui faisaient la queue et tout. C'est vrai, les gens faisaient la queue pour venir te parler, pour montrer leur boulot. Moi personnellement, enfin tous les DA qui étaient sollicités, donc il y avait tous les éditeurs. T'imagines, c'est une fois par an, alors. Et donc il y avait aussi des gens qui venaient de la France entière, et c'était l'occasion de rencontrer des gens en physique, donc c'était plutôt chouette. Bon, mais c'était quand même un exercice un tout petit peu frustrant, et puis
et puis pas tellement, qui pouvait être des fois un peu gênant quand même, et puis pas tellement confortable pour les gens qui se déplaçaient, qui se retrouvaient avec des fois des moments très fugaces où on disait 3 mots et puis ils repartaient avec ça. Enfin, c'était un peu Ah oui, ça devait être dur, quoi. Ah, tu poses ta frustration, là. Ah oui, c'était quand même très dur. Et puis pour les DA aussi, d'ailleurs. En fait, ça favorise le moment humain, mais parce qu'ils étaient tellement rares, c'était un petit peu à la chaîne, quoi. Donc c'était pas très humain au final. C'était humain, mais ça l'était pas. Voilà, et c'est là où parce que c'est le canal. Je parle de mon expérience. En fait, je pense que ça c'est le canal en fait quand tu sais pas, parce qu'en réalité, Montreuil c'est aussi un très bon moment pour prendre des rendez-vous et pas forcément se voir sur le salon, mais peut-être se voir à côté. Tu vois, il y a une semaine autour de ça, et beaucoup plus avec la presse qu'avec l'édition. L'édition en général ils sont bien occupés, mais c'est vrai que pour rencontrer des DA, il y a moyen aussi d'utiliser ce moment-là à côté. Et donc du coup, forcément, ça a un peu changé les rapports. Alors, donc au début, effectivement, c'était très physique. Il y avait les gens se déplacer, montrer des choses. Il y avait ce moment de discussion, ce temps qui était destiné à ça. Donc nous, on l'avait un tout petit peu canalisé à Bahia parce qu'il y avait des rencontres une fois par semaine et tout. Bon. Et puis Internet arrive et effectivement là, du coup, on ouvre les vannes et alors il y a quelque chose d'assez positif là-dedans, c'est que des gens qui étaient assez timides finalement et qui avaient du mal quand même à montrer des choses alors qu'ils avaient du talent, mais ils avaient du mal à se mettre physiquement, c'était très impliquant quand même, puis un peu dur, c'est ce que je disais, c'est que selon les gens, il y avait quand même des DA un peu moins bienveillants et donc on se retrouvait avec quand même des critiques pas très constructives. Bon, donc Internet a permis quand même d'accéder à certaines personnes sans que ça soit trop engageant. Donc c'est le revers de la pièce par ailleurs, c'est que on peut estimer qu'il y a du coup moins de retours. Alors moi, j'ai trouvé une espèce de ligne un peu médiane, c'est-à-dire que je reçois quand même énormément de projets, enfin tous les DA d'ici reçoivent énormément de dossiers. On essaie de les trier effectivement. Ceux qui ont vraiment pas la force, en tout cas, on leur répond de façon constructive. Mais enfin, en gros, c'est pour dire que c'est pas assez mûr, quoi. Ceux qui ont parce que bon, voilà, faut pas se cacher, il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas du tout au niveau, quand même. Il y a des choses qui sont médians, je dirais, où il y a un potentiel. Et donc ça, il faut le trouver, il faut le chercher, il faut le trouver, et puis il faut le dire de façon honnête à la personne pour qu'elles aient un peu d'ingrédients, il faut qu'il y ait un peu de choses pour pouvoir avancer, quoi. C'est souvent des jeunes quand même. Et puis à ceux qui ont déjà un portfolio super chouette, on sent bien comment on peut se projeter. Et puis bon, là, s'il y a des occasions très vite, ça peut se faire. Ouais, je sais que moi, je recevais des choses. Des fois, je pouvais commander dans la journée tout de suite parce que j'avais vu le PDF, que je trouvais ça super. Et puis voilà, le hasard faisait que j'avais reçu en comité de lecture un texte qui se matchait bien avec cet univers et bim, la commande partait. Donc moi je dis beaucoup aux jeunes, enfin en tout cas aux illustrateurs, pas forcément les jeunes, mais bon, tous, d'être en contact, d'envoyer régulièrement, pas de l'envoyer une fois, puis s'il n'y a pas de commande, plus jamais envoyer. C'est un lien assez régulier. Ça c'est une vraie question, Fred. Justement le fait de est-ce que je peux, entre guillemets, parce que c'est la question posée comme ça, est-ce que je peux harceler les directeurs artistiques? Est-ce que je peux leur soumettre de façon régulière mes nouveautés, etc. Oui, moi je trouve que si c'est anglais, c'est un terme journalistique qui dit si c'est édité, c'est-à-dire qu'on balance pas juste un PDF en disant voilà. Mais si par exemple il y a quand même un effort de présentation, c'est-à-dire que ne serait-ce que dire voilà mes nouveautés je dis n'importe quoi, mais à août 2022. Et si, c'est hyper intéressant. Après, c'est sûr que si la personne revient 20 fois alors qu'on a envoyé un mail en disant ça le faisait pas, et qu'il y a quand même c'est pas mûr, là il peut y avoir un côté harceleur. Mais si on dit non mais c'est chouette, mais j'ai pas d'occasion pour l'instant, parce que là on n'a pas d'occasion systématiquement de commander, mais restons en contact et envoyez-moi des choses régulières. C'est notre boulot de recevoir des choses. Alors, en tout cas, s'il y a un DA qui pense qu'il est harcelé parce qu'il reçoit des images, c'est qu'il doit changer de métier, quoi. Exactement. C'est sûr. c'est ce qu'on dit souvent sur Sens Créatif. Donc non, mais il y a pas de harcèlement à part quelqu'un qui. Mais ça c'est bon, voilà, ça c'est plus de l'ordre de la psy, mais c'est des gens qui comprennent pas les signes qu'on envoie.
ou en tout cas qui veulent pas l'entendre. Et ça, dès qu'on touche à quelque chose de l'ordre du créatif, c'est très intime quand même, hein, les créateurs. Ah, c'est l'ego, hein. Ah oui. Donc, rentre en ligne de compte des choses qui sont aussi de l'ordre du psy, hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses en mécanisme de défense, parce qu'on attaque des choses qui sont quand même très intimes, des gens qui ne veulent pas entendre la critique, ou en tout cas qui ne savent pas bien l'interpréter, quoi. Et puis parfois on peut être soi-même à côté de la plaque. Enfin, je dis ça avec beaucoup de bienveillance, dans le sens où je parle de moi, notamment en début de carrière, où je voyais mon travail être un peu partout. Je me disais, oui, ça peut être dans de la presse jeunesse, de la presse adulte, ça peut être sur de la com, de la pub, jusqu'à ce que, au fur et à mesure du temps, tu te prennes justement peut-être des murs ou des retours en mode, en fait, ton travail, il s'applique plutôt pour ça, pour ci, pour ça. Et tu comprends pas, parce qu'en fait, t'es dans une sorte d'urgence, parce que tu veux bouffer, parce que tu veux avoir ton travail rendu visible. Et en fait, t'as pas compris que t'étais dans un labyrinthe, quoi. Et les murs, ils sont là pour te guider. Ouais, et puis alors, c'est pour ça que c'est un peu comme un médecin. Parfois, il faut aller en voir quelques-uns pour se faire quand même une opinion sur son état de santé. Un DA ne décide pas quand même de tout. Il y a des mauvais goûts, il y a des gens qui font pas qui font des mauvais choix. En tant que DA, on n'a pas la science infuse, hein, loin de là. On a nos propres goûts aussi. Donc, non, moi, ce que je dirais, c'est que si, c'est quoi ce qui te plaît, toi, en termes de goût? Il y a une question de goût, tu dis. C'est quoi, toi, ton goût? C'est un vrai sujet. Moi, mon goût, j'essaie pas de mettre en avant mon goût, même si c'est un peu. Non, mais t'as un amour des images quand même. Mais non, c'est surtout par rapport à un public. Moi, je me cale beaucoup à un public. C'est-à-dire qu'en gros, je vois ou je pense savoir à peu près ce que mon public est en capacité de lire ou pas, de comprendre ou pas en termes d'image. Ouais. C'est-à-dire que il y a des choses qui nous font tous très plaisir, graphiquement en tant qu'adulte ou en tant qu'expert de l'image, mais dont on sait que un enfant de 3 ans va pas forcément comprendre grand-chose, ou inversement qu'un ado n'accédera pas forcément à ce type-là de graphisme parce qu'il estimera que c'est du mal dessiné, ou parce qu'on a estimé que c'est beaucoup trop gestuel, ou j'en sais rien. Tu parles de toi, là. Non, mais moi ou d'autres. Non, mais par exemple, j'ai un exemple. Je me souviens de Johan Sfar qui faisait, par exemple, Sardine de l'espace. Sardine, ouais. Que j'adore. J'adore évidemment Johan, mais parfois on avait des remarques en disant ouais, mais le trait il est pas complètement fini. C'est cette espèce de griffure, cette espèce d'énergie. C'est qui ces mecs qui savent pas dessiner. C'est pas très bien dessiné, quoi. Mais après, je comprends complètement. Ça fait partie là encore, ça fait partie de la vie, du rapport à l'image qu'on a dans la société. Et lui, il importe quelque chose qui est assez neuf au début. T'as des réactions, et puis après et après on se pose même plus la question, quoi. Ah bah c'est ça, c'est une histoire d'éducation graphique aussi qui se fait. Il faut faut que ça soit accepté, que ça soit digéré. Je me souviens que quand j'ai découvert ton travail et celui de Serge, parce que tu m'excuseras la comparaison, hein, c'est un peu. Non, on est de la même famille, on s'en est déjà parlé, voilà. Oui. Voilà. Et ça a été une vraie déflagration, parce que je sais qu'en début de carrière, notamment, je faisais des illustrations vectorielles où tout devait être nickel chrome. Et en fait, c'est Aurore Petit, qu'on a aussi interviewé sur le podcast, qui disait il y a rien de pire qu'un dessin qui sent la sueur. Et ça m'a marqué. Et justement, ce fait de s'entêter à essayer de faire les choses bien, là où en fait le lâcher, c'est comme le lâcher prise, quoi. Ça offre une énergie. Et toi et Serge, quand j'ai découvert votre travail, ça a complètement explosé le cerveau. J'étais genre, c'est incroyable. Il y a une énergie qui est là, quoi. La spontanéité, mais qu'on peut trouver dans les écrits de Quentin Blake, par exemple. Alors, il l'a dit. Là, c'est plus nos aînés, là, mais Quentin Blake, dans L'Art de la page, par exemple, qui est un ouvrage super de chez Gallimard, où il raconte vraiment son travail d'illustrateur. C'est formidable, là, sur la spontanéité du dessin. Quand il dit que finalement, les gens, ils préféraient son crayonné plutôt que son def. Ah ouais. Ça arrive plein de fois, ça. Il y avait une espèce d'énergie que, en fait, du coup, le DA, il préférait forcément le dessin qui était le plus vivant, quoi. Comment t'as fait, toi, pour cultiver ça? T'as toujours eu ce goût de la spontanéité, du dessin lâché? Ouais, j'ai eu pas mal de forêts, malheureusement, parce que, du coup, ça engage, ça veut dire que tu jettes pas mal. Non, moi, au début, oui, je suis plutôt dans cette famille-là. Faut avouer que j'ai jamais été tellement, dans la méticulosité, ou en tout cas dans un style de dessin
Mais tu l'as conscientisé à un moment donné en te disant ça c'est moi. Bah oui, parce que dès qu'on est graphiste, qu'on est amoureux de l'image, on voit des styles différents et des choses qu'on apprécie par ailleurs, mais qu'on sait pas faire, enfin ou en tout cas dont on se dit qu'on n'est pas, on peut pas le faire quoi. Et on apprécie par ailleurs. Hein. Moi j'adore plein de dessins léchés, posés, structurés, dont on sent qu'il y a eu au préalable un crayonné, que ça a été posé, mais enfin ça reste quand même super vivant et très chouette. Enfin, mais moi j'en suis pas capable. Enfin, je suis dans cette spontanéité là quoi. Trop beau. Enfin, moi je trouve ça beau parce que ça a été presque un travail existentiel pour moi de lâcher prise, tu vois. C'est en ça que j'aime bien le podcast, tu vois. Genre le podcast c'est un truc hyper spontané, là où sur le dessin, notamment en digital, tu peux tout corriger, tu veux vraiment que ce soit bien et tout. Et là on papote, il peut y avoir des ratés et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Il y a une force. Mais d'ailleurs c'est le danger de l'ordi ça pour le coup, parce que ça on en parle souvent, mais l'ordi a quand même, alors un peu moins maintenant parce que ça a évolué avec des brushes et ça, mais ça a asséché à un moment donné beaucoup le dessin parce qu'on n'avait pas un geste fluide. Je me souviens de l'époque où il y avait que de la souris, puis il y avait pas de graphique par exemple. Bah il y avait quand même des gens qui travaillaient sur l'ordi avec la souris. Bon, ça a asséché quand même pas mal de dessins. Bon, maintenant on arrive à quand même avoir une gestuelle. Il y a quasiment des dessins. On se demande si c'est fait sur ordi ou extrêmement bluffant ou pas, mais moi j'ai toujours gardé ce rapport au papier et on revient à l'idée de la surprise quand même. C'est que à un moment donné il y a quelque chose qui sort, il y a un défaut du papier, un truc qui va baver, une tâche que je garde et je sais que je ne pourrais pas l'avoir sur ordi. Enfin c'est très difficile de l'avoir sur ordi parce que il y a toute une tonne de paramètres physiques dans le papier, dans l'encre, dans le machin qui fait que ce truc-là, tu peux pas. Et le fait même de se dire que tu peux pas faire pomme Z, que tu peux pas, pour moi, ça a une valeur, quoi. Oui. C'est une vraie valeur. Et donc, c'est que mon œil, à un moment donné, est surpris par ma main, et ça, c'est chouette. Enfin, tu vois, parce que je l'ai pas anticipé, alors que l'ordinateur, et je travaille sur ordi, donc j'en parle d'autant plus facilement que je vois bien que quand je suis sur ordi, j'ai anticipé l'image que je veux, et donc je fais l'image que j'ai anticipée, grosso modo. Alors que dans ce travail du trait, de l'encre et du papier, ce que je disais, c'est ma main à un moment donné fait un geste que j'ai pas tellement maîtrisé, puis qui va me surprendre, et je me dis je le garde, c'est génial. Enfin c'est génial. Je me dis pas tellement c'est génial, mais je me dis que c'est bien, je le garde en tout cas. Et ce qui est intéressant dans ton style, qui est justement comme tu le disais très énergique, c'est qu'en fait il laisse pleinement place aux émotions dans l'instantanéité. C'est-à-dire que c'est jeté, il se passe quelque chose. Toi, t'as quel rapport justement aux émotions quand tu dessines? Est-ce que tes émotions jouent sur ton dessin, sur ce que tu vas faire? Alors l'émotion ça personnelle, pas forcément, parce que je pense que je rentre dans un état où je me plonge dans ce que je dois dessiner. En revanche, je suis plus dans ce que le personnage que je suis en train de dessiner est en train de vivre, par exemple. Tu fais un mimétisme. Il y a une espèce de petit parallèle à faire avec, j'en sais rien. C'est de l'acteur studio, ça. Un metteur en scène avec ses acteurs, par exemple, où là, tu veux leur faire une expression particulière et puis tu vas leur demander de le réussir à leur manière. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à l'expressivité dans le dessin, enfin, en tout cas dans l'expression, de jouer les expressions, alors parfois peut-être à outrance, mais en tout cas pour faire vivre un propos, une histoire, un personnage, de pas être trop ténu dans ses expressions et dans ses émotions. Ça, c'est ce que j'invite à faire, en tout cas aux illustrateurs qui me soumettent des dessins, c'est notamment en fiction, où tu tiens un personnage, ou en BD, où tu tiens un personnage et tu vas devoir quand même le répéter souvent, lui faire vivre et lui accompagner l'histoire avec, de vraiment travailler ses expressions de visage, corporelles. Enfin, il faut que ça soit théâtral quand même. Parce que c'est ça qui emporte le lecteur. Sinon, t'es pas tellement intéressé à regarder l'image si elle t'apporte pas quelque chose de complémentaire au récit finalement. Il faut que ça puisse vraiment incarner le récit très fortement. Et donc moi, il y a eu des tendances des fois un peu figées des personnages, et on voit bien qu'il y a, pour le coup, quand je disais qu'il y a des illustrations qui sont pas totalement encore mûres, mais il y a la maturité, elle passe aussi par là. C'est-à-dire que tu peux avoir un très beau trait, un très beau style graphique,
mais où le personnage est pas tellement incarné. Il est un peu en retrait. Et donc, là, je trouve qu'il y a vraiment du travail là à mener, c'est de se dire, bah voilà, ça c'est super, beau style et tout, mais ton personnage, il peut vivre encore plus quand même. C'est quoi pour toi un illustrateur ou une illustratrice mûre ou qui a atteint une forme de maturité? Bah, c'est ceux qui remplissent un peu tous ces critères-là. C'est-à-dire ils se sont posé les bonnes questions stylistiques, c'est-à-dire qu'ils sont à l'aise dans l'écriture graphique qu'ils ont adopté. Enfin, ça c'est un premier palier qui arrive à des moments différents de sa vie. On peut en changer même d'ailleurs, mais ça peut arriver tôt. En tout cas, ça fait gagner du temps quand ça arrive tôt. Généralement, en école, c'est quand même sympa que des profs puissent faire sortir un élève en ayant un peu mis ça au clair dans sa tête, c'est-à-dire dans quelle famille graphique, grosso modo, je me place et dans lequel je suis mieux pour pouvoir exprimer le maximum de choses. Ouais, ou tout du moins d'avoir les outils pour se poser la question. Tu saurais repérer, toi, le moment où tu dirais que tu as atteint une forme de maturité dans ton parcours? Oui. Un moment où ça, t'as un palier, ouais, où t'atteins quelque chose, tu te dis, tu te poses plus la question de ton style en fait. C'est-à-dire que tu dessines, t'as tout de suite, tes moyens d'expression sont déjà là et tu sais exactement comment tu vas incarner le propos. Tu te poses pas 20 fois. Alors je mets des guillemets là-dessus parce que ça c'est dans le mainstream, c'est dans ton, mais t'as toujours en parallèle des questionnements sur comment tu pourrais faire. On est toujours en progression quand même, hein, on n'est pas non plus, quand je disais palier, on essaie toujours de trouver, ne serait-ce que parce qu'on est des amoureux de la surprise aussi, c'est de se dire bah quelle nouvelle image je pourrais faire pour pouvoir enrichir tout ça. Enfin, tu vois bien le moment où quand même t'es à l'aise, tu sais que ton écriture elle est repérée et repérable, que là on peut te poser une question en presse, un article scientifique ou un récit dans J'aime lire, enfin, tu sais que ce style-là pourra être assez ample pour embrasser tout ça. Donc ça, c'est, tu vois bien le moment, ça peut arriver à divers moments. Et puis après, moi, j'invite toujours les illustrateurs à avoir plusieurs cordes à leur arc, c'est-à-dire que de pas être figé ou dans la BD ou dans la fiction, mais d'aller explorer, d'être un petit peu plus souple et agile dans les différents champs. D'ailleurs, comment tu fais toi pour passer finalement de ces champs très jeunesse, parce que t'as un public qui à partir de 3 ans, et en même temps pouvoir faire des commandes de com ou bosser pour la presse. Comment t'arrives à faire ce jump graphique justement? Oui, c'est deux publics différents. Ouais. Bon, d'abord, je pense que j'ai un esprit, comme c'est mon parcours, hein, c'est-à-dire que je suis graphiste et je suis un mec de la com en fait. Donc, en gros, être un communicant, dans le sens large du terme, c'est quelqu'un qui communique ou par le dessin, ou par les mots, et qui aime bien. Tu parles de dessin d'idées. Voilà. Et donc, de fait, je pense que des commandes en communication, en agence, il y a une forme d'empathie, c'est-à-dire que tu vas pas te dire ah bah merde, cet article sur je sais pas pour un magazine de santé sur le Panari, ça me fait chier parce que le sujet est pas marrant. C'est que d'un coup tu es en face de quelqu'un qui a une problématique qui veut la résoudre et tu la résous avec elle en communiquant par le dessin. Donc il y a une forme d'empathie quand même. Il faut être dans l'envie de régler des sujets graphiques. Donc ça c'est plutôt ma partie communicant graphiste. Et après, il se trouve que j'ai un style graphique qui peut l'incarner, donc avec des dessins d'idées, quoi. Mais c'est vrai que moi, c'est plutôt effectivement le dessin, le petit saut créatif. On avait un prof avec qui disait que tant qu'on n'a pas atteint ce petit saut créatif en pub notamment et en com, ça reste un peu basique, c'est en communication. Le saut créatif, c'est c'est-à-dire c'est le petit dans les années 80 par exemple, avec des Jean-Paul Goude qui faisait le petit saut créatif, il parlait de Kodak, mais bon, à un moment donné, il a créé un univers avec des personnages dingos autour de ça, et ça a été ce saut créatif qui fait qu'à un moment donné, on se souvient de Kodak. J'ai que des références de vieux boomers. mais maintenant, ça existe évidemment encore. Alors un peu moins en pub,
quand même, parce que je pense que c'est un champ qui a été déserté et il y a eu tellement un âge d'or des années 80-90 que bon, on est beaucoup plus. Maintenant, c'est les séries TV. Hein. Voilà, c'est ça. La fiction a pris effectivement beaucoup, mais il se trouve qu'on mettait beaucoup de fiction dans la pub à l'époque, quoi. Très juste. Et qui se souvient de l'émission Capital? Non, pas Capital. Culture Pub, pardon. Culture Pub. Et il y avait une très belle expo d'ailleurs au Musée des Arts Déco sur les années 80. Je regardais les deux. Exceptionnel là récemment. Bref, on digresse, mais je ne sais pas. On digresse, mais c'est non, c'est bien, c'est important parce qu'en fait, on voit aussi le champ de tes explorations. D'ailleurs, en presse, tu travailles évidemment pour la presse hexagonale, mais pas que, parce qu'en fait, tu travailles aussi pour la presse américaine, notamment Washington Post, et puis et pour qui t'as bossé. New York Times, un truc comme ça. Wall Street Journal. J'ai fait le Financial Times. Ouais, enfin bon, il y a quelques. Ouais. Après, c'est pas. Ça envoie tout le temps des étoiles, ça. Ah non, on dit ça en France. On voit un peu des étoiles, c'est ça. Mais quand même, il y a un travail qui est différent de bosser. Ouais, c'est différent. Alors pas tant que ça au final. C'est quand même des gens qui te proposent des sujets. Tu lis le sujet et puis enfin je. Ah oui, pas, bien sûr, oui. Sur le process, ça le procédé est le même et puis. Alors il y a quelque chose de très enthousiaste chez les Américains, alors les Anglo-Saxons parce que je fais des livres avec eux. C'est vrai qu'ils ont quelque chose d'amazing, c'est toujours. Oh, and Fred, you're French, I love it, and the drawings amazing, thank you, so European. Alors c'est hyper agréable, on peut pas dire le contraire. Toi aussi, tu trouves que c'est cadré? C'est super cadré, ouais, c'est cadré. Mais pas plus, mais moi, voilà, j'ai pas trouvé que c'était si différent de la France. Fut un temps, j'avais cette idée que pour percer en France, il fallait percer aux États-Unis. Et quand je suis allé aux États-Unis, je suis allé au Icon Conference. Peut-être que tu connais, Fred, il y a quelques années, c'est un des plus grosses conférences d'illustration aux États-Unis. Et les ricains, eux, avaient l'impression inverse, que percer en Europe, c'était vraiment le truc trop cool. Et il y avait cet exemple un peu de cette culture européenne, pas qu'en France, ou en Italie ou dans d'autres pays, que tu vas frapper aux portes. Alors, je pense que c'est pas vrai, d'accord. Mais en tout cas, c'était ma conception à l'époque. Tu vas frapper aux portes autour de toi et on te renvoie. Et une fois que tu as percé de l'autre côté de la planète, tu vois, tu te dis que tu as bossé pour le Washington Post. Il y a un truc hyper gratifiant. Enfin, ça envoie du lourd. Et que du coup, les mêmes personnes qui t'ont fermé les portes autour de toi se disent « Oh, please come in », tu vois. Et c'était rigolo parce que les illustrateurs et illustratrices que j'ai côtoyés aux États-Unis, ils étaient genre, mais pourquoi tu veux percer ici? Genre, en France, c'est tellement cool, dans le sens cool. Ouais. Écoute, moi, je sais pas si c'est parce que ça m'est tombé. En fait, ils m'ont contacté directement, et puis j'ai pas forcément eu de demande, mais je suis pas allé leur demander quoi que ce soit. Alors bon, voilà, c'est arrivé comme ça. Alors c'est arrivé parce que aussi je suis, j'ai une agent là-bas, Marlena. Ah oui, Marlena. Pas mal d'artistes français et européens. Ouais. Elle est très connue. Et du coup, forcément, elle démarche et donc il arrive des commandes par ce biais-là. Et comment réagissent tes amis quand tu dis j'ai bossé pour le Washington Post? Ah ben non, mais ils disent très bien, c'est formidable. Mais j'ai pas mal d'amis qui sont pas dans le milieu non plus, donc ça les fait pas non plus de voilà, c'est pas absolu, mais non, mais c'est vrai que ça fait son petit effet. Même moi, voilà, sur le moment, tu trouves ça hyper sympa, évidemment. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai pas un temps exponentiel, alors parce que je suis aussi à Bayard, ce qui fait que je démarche pas énormément dans les journaux même français. J'ai jamais fait pour Le Monde, par exemple, alors que faut dire. Ouais. Mais voilà, je démarche pas beaucoup. Et t'as pas besoin, c'est bien, c'est une tranquillité. J'en aurais besoin si j'étais effectivement complètement freelance. Enfin, faudrait bien. Voilà, il faut travailler. Non, mais dans le Patate Club, on a pas mal de gens dans ton profil en fait qui ont un travail de graphiste et à côté un travail d'illustrateur freelance. Ben par la force des choses, je pense que t'es un peu obligé, quoi. Enfin, non, t'es pas obligé du tout d'ailleurs, mais quand t'es dans cette configuration-là où tu aimes un peu les deux, genre, t'as du plaisir à être dans ce double rapport, travail d'équipe. Bon, il se trouve que moi, en plus, j'aime bien manager des projets, j'aime bien avoir des responsabilités. Donc, assez naturellement, le
le temps passant, il y a des équipes qui se constituent autour de toi, et puis c'est quand même hyper agréable, quoi. Enfin, il y a quand même des choses que tu peux pas faire quand tu es tout seul. Il y a que l'entreprise qui peut te permettre. Enfin, de créer des magazines, des héros, des personnages, des machins. Tu peux pas le faire tout seul, quoi. Ah, tu peux, mais ça prend peut-être beaucoup plus de temps et t'as peut-être moins de force de frappe. Ou en tout cas, ça ne tourne qu'autour de toi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que d'un coup, avec Marc Boutavant, on fait Ariol, et ça c'est le style que tu peux pas avoir toi, enfin, en fait. Ou avec Emmanuel Guilbert, enfin, tu vois, donc c'est quand même un enrichissement d'être au service d'autres auteurs à un moment donné, quoi. Ouais, complètement. Donc ce double, on en revient à ça, mais ces double pieds, cette double casquette, elle est quand même super agréable. Continuer de se nourrir de l'extérieur, il n'y a pas juste fonctionner en vase clos. Exactement. Alors après, avec le système des ateliers, moi j'ai été longtemps en atelier, il y a quand même beaucoup d'interactions entre les illustrateurs et illustratrices quand ça se met en groupe, mais moi vous savez que je pense que c'est quand même super agréable d'avoir une émulation quand même. Et des moyens. Je veux dire, Bayard a des moyens, donc vous pouvez vous permettre de lancer des idées et de tenter des choses. Ah ouais. Alors je dirais pas que c'est pas non plus, c'est pas un chemin de rose non plus. Des fois, il faut se battre pour faire venir, pour que ces idées passent. Il faut composer. Bon, ça c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'en parle souvent avec des potes freelance. Ils auraient pas la patience ou ils comprendraient pas les codes de l'entreprise maintenant. Mais quand on les a et quand on les maîtrise un peu, c'est quand même assez agréable. Ouais, mais il faut les maîtriser. Moi, ma femme, elle est salariée. Quand elle me raconte ces histoires avec ses collègues, mais c'est des séries, quoi, tout ce qu'elle me raconte. Et ça, c'est sûr. The Office. Ouais, mais c'est exactement ça, The Office. Et je suis en train de la regarder, ça fait la 3e fois de suite. Peut-être que ça te manque, Laurent. Peut-être qu'en fait, tu devrais aller bosser en entreprise, Laurent. Peut-être que quelque part. Je sais pas. En tout cas, je me nourris de ces épisodes de 20-25 minutes où je suis dans un univers justement de travail collectif. C'est incroyable. C'est un peu caricatural, là, quand même. Pas vraiment caricatural, ça me fait du bien. Je me souviens bien. C'est un peu particulier, ouais. En parlant de collaboration, de travail en équipe, en fait, depuis 2016, tu es également dessinateur de la série Adélie Dello, sous la plume de Marie-Agnès Gaudrat. Vous avez déjà fait paraître 9 tomes de cette BD. En fait, c'est chez Mini BD Kids. Et donc ce sont des histoires feel good pour les plus petits, en fait, où où vous abordez en fait la thématique des émotions, puis des grandes découvertes qu'on peut faire à cet âge-là sur soi-même et sur les autres. Comment on gère une série sur la durée, avec justement, comme tu disais tout à l'heure, un personnage qu'il va falloir faire vivre d'histoire en histoire. C'est un autre pan effectivement du travail d'illustrateur, c'est de recréer la surprise dans la régularité et dans le rituel. Alors ça marche, je pense, quand à côté tu peux explorer des choses nouvelles et puis faire tes gammes. Alors souvent je dis ce terme-là, les gammes, parce que c'est un peu comme un musicien qui, de façon libre et sans commande, décide de façon sans contrainte. Je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est d'avoir et de la régularité, d'avoir des rendez-vous, des rituels en tant que dessinateur, parce que tu fais vivre un personnage et c'est chouette. Je viendrai. Et puis à côté de ça tient que parce que à côté, tu arrives à avoir des champs de création très libres. Sur la partie purement série, il y a, en tout cas moi, il y a quelque chose de très jouissif à avoir un personnage que tu retrouves régulièrement, que t'aimes, parce que je pense que ça c'est un truc on a souvent parlé avec Serge, mais on crée pas un héros si on l'aime pas. Enfin, il faut l'aimer, mais de façon un peu charnelle, quoi, comme s'il existait. Ça paraît un peu con à dire parce que ça reste que des personnages de papier, mais avoir le plaisir de retrouver ce personnage et de le faire vivre, c'est 90% du travail, enfin vraiment. Donc ce qui fait qu'après on a ce plaisir de s'y remettre et de faire vivre ses aventures. L'autre qu'est-ce que t'aimes? L'autre qualité. Chez tes personnages, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes chez tes personnages? Et puis dans Adélie Dello, c'est sa fraîcheur, enfin grâce à Marie-Agnès, qui est l'autrice, mais on partage beaucoup ensemble, on se connaît très bien même. C'est la naïveté de l'enfance et cette idée dans l'enfance que rien ne peut vraiment t'atteindre, que tout est tourné de façon à ce que ça se passe bien.
D'ailleurs, elle dit que quand on a créé le personnage, on en faisait référence à sa grand-mère, tu vois, Marie-Agnès, elle lui disait toujours, bon, nous, on a nos problèmes d'adultes, vous, votre boulot, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est ton boulot. Et donc, on en a fait l'accroche d'Adélie Dello. Adélie Dello, le bonheur, c'est son boulot. C'est charmant. C'est vraiment de se dire, quand un enfant commence un peu trop à devenir éponge, et ils sont tous éponges, et ils commencent à devenir un tout petit peu angoissés par les problèmes d'adultes, c'est bien qu'il y ait cette espèce de petite rempart de sécurité, leur dire non, ça c'est notre problème, toi éclate-toi, amuse-toi, voilà. Et c'est ça Adélie Dello, c'est cette petite fille un peu de l'enfance idéalisée qu'on veut un peu protéger, mais pas de tout, mais qui tourne tout à sa façon. Donc il y a cette fraîcheur de l'enfance que j'adore. Et donc la faire vivre, voilà, ça ne me coûte pas. Après, la régularité, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'il y a cette idée de la presse, parce que c'est pas de la régularité pour alimenter un album, c'est pour alimenter un magazine qui est Pomme d'Api tous les mois. Et ça change quand même pas mal de choses. Parce que dans un magazine, on n'est pas sur le même timing, ouais. On a un lien, mais surtout on a un lien avec le lecteur. C'est-à-dire qu'on a un timing qui est effectivement mensuel, mais tu pourrais très bien te dire, pour faire un album BD, il faut que tu rentres tes planches toutes les semaines ou tous les mois, donc la régularité y est aussi. Mais là, dans un magazine, tu as surtout un lien particulier avec le lecteur. C'est-à-dire que tu as un lecteur qui t'a choisi, qui te reçoit tous les mois et qui a une amplitude, en tout cas. Enfin, là, j'ai pas les chiffres exacts de Pomme d'Api, mais enfin, on est dans les 100 000. En fait, quand on est sur des chiffres d'abonnés aussi importants, on touche beaucoup de familles très très diverses. Et donc moi, je me rends compte après coup dans les salons du livre, ils viennent me voir pendant le week-end, j'étais dans un salon du livre en Suisse, mais il y avait plein d'abonnés de Pomme d'Api. Et ils viennent et disent c'est super. Je passe du temps avec ma fille. C'est une petite histoire du soir, etc. Donc ce lien-là, il est juste magique en fait. Ça c'est vraiment, et ça motive énormément. Faire un personnage dont on sait que ça va rentrer dans les familles, que ça va être même un vecteur de discussion, que c'est quand même du bonheur, quoi. C'est une responsabilité aussi. C'est alors une co-responsabilité parce qu'il y a là pour le coup on est en tant qu'auteur, mais c'est beaucoup Pomme d'Api, les équipes de rédaction, Bayard Jeunesse qui portent aussi ces personnages-là, donc tout ça fait partie de valeurs communes, mais c'est vrai que c'est super chouette quoi de savoir que ce personnage-là va rentrer chez plein de gens. Trop bien. Et tu disais que pour durer, il faut aimer ses personnages, et puis après, t'allais dire, et la seconde qualité? Alors, je sais pas. Non, la seconde qualité, c'est certainement aussi d'avoir une forme de, comment on appelle ça, les qualités qu'ont des marathoniens, c'est-à-dire il faut avoir de l'endurance, surtout de l'endurance, c'est-à-dire qu'il faut se mettre de façon très régulière sur un même univers et faire vivre et dessiner toujours les mêmes choses. Enfin, ça c'est plutôt des auteurs BD qui savent très bien ça manier cette endurance-là, parce que pour certains, au bout de la 80e page, ça commence à devenir un peu compliqué. Mais quand on les aime, du coup, ces personnages-là, ça nous coûte un peu moins, quand même. Mais il faut avoir cette régularité, il faut avoir cette endurance, ça c'est sûr. C'est une vraie qualité à avoir. Si on commence à s'ennuyer au bout des 3 planches, c'est mort. C'est difficile de bosser en tout cas dans la série, quoi. T'as un autre duo magique que tu formes avec Didier Lévy, notamment avec tous vos albums chez Sarbacane, et puis vous avez un personnage qui fonctionne plutôt bien en ce moment, c'est le dragon Fédor. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu cette collaboration que tu as avec Didier, et comment vous est venue l'idée en fait du dragon? Et j'adore la couve du deuxième album avec le cœur brûlé, ça c'est génial. D'ailleurs c'est une partie de ton travail, c'est que tu mixes aussi les techniques. Ouais. Avec Didier, c'est une histoire un peu du coup qui est très longue, enfin qui est très ancienne, et puis qui est dure. Comment on trouve un auteur comme ça? C'est un ami très proche, et puis voilà. Il se trouve que c'est nos amis éditeurs de Sarbacane qui nous ont un peu mariés, parce que
c'est Emmanuel Bulk et Fred Lavable qui sont venus un jour me voir parce qu'ils avaient un texte de Didier et à l'époque c'était le personnage Petit Dernier. C'est une série qu'on a faite ensemble. Qui est devenu un dessin animé d'ailleurs. Voilà, qui est devenu adapté en dessin animé. Et donc Petit Dernier, c'est donc le dernier d'une énorme fratrie, ils sont je sais pas combien. Et donc on a fait des petits personnages un peu hybrides, un peu anthropomorphes, moitié animaux. Et donc c'est là qu'on s'est rencontrés et avec Didier, allez savoir comment, pourquoi, ça a tout de suite smashé quoi. On s'est compris, on s'est aimé. Et son univers qui oscille entre de la comédie et de la poésie me va bien. Enfin en tout cas moi j'adore faire rire et d'ailleurs chez les anglo-saxons il y a quelque chose qui est assez charmant chez eux, c'est que ils n'hésitent pas à faire de la comédie pure sans forcément se poser des questions s'il y a un sens caché philosophique ou sociétal, mais ils sont à fond dans la comédie, c'est pour faire rire. Donc moi je suis assez à l'aise là-dedans, dans le truc un peu gratuit pour faire marrer, et en même temps il arrive à avoir aussi des récits très poétiques, philo, enfin super fort. Donc comme il oscille entre les deux, ça me va hyper bien. J'arrivais hyper bien à me projeter dans ses textes à lui. Et quand il a et donc voilà, donc on a collaboré sur Petit Dernier, pas mal. À un moment donné, il a plus trop envie d'écrire sur Petit Dernier. Je lui ai demandé l'autorisation d'écrire quelques titres parce que je voulais en faire une petite série avec des petits albums. Donc j'en ai écrit 8. Ah oui, t'en as fait tout seul en tant qu'auteur, et illustrateur. Que je partage avec lui, mais que j'ai écrit du coup tout seul et dessiné. Et puis après, on s'est dit sur quoi on pourrait se mettre de. Alors on se voit régulièrement et on se dit bon allez, maintenant alors c'est quoi, quelles sont tes idées et tout. Puis on a rebondi sur ce petit duo. Toujours cette comédie et cette tendresse quoi, qu'il arrive hyper bien à manier. Donc des personnages d'une amitié entre un dragon et ce petit garçon, et puis le pitch est rigolo, c'est-à-dire que c'est en fait il a adopté un dragon, et puis c'est pas un chien, c'est pas un chat, c'est pas un oiseau, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un dragon comme animal de compagnie. Ouais, c'est vrai. Mais ça peut être pratique dans plein de cas. Et voilà. Donc voilà, et donc on est parti sur ce principe-là, et Fred et Manu nous ont fait confiance sur un deuxième, puis sur un troisième. Puis j'espère qu'on va continuer. Et puis le premier, il a même eu un prix. Oui, il y a eu pas mal de prix. Ouais. Alors c'est toujours délicat dans l'édition. Les prix vont pas forcément avec le nombre de ventes. C'est pas non plus des chiffres de vente de dingue dans l'édition, mais le décalage doit être frustrant entre l'œuvre saluée par la critique et on se dit on se sent bien parce que la critique nous a apprécié. Mais si les chiffres de vente sont pas là, c'est disons qu'ils sont pas à la hauteur, c'est toujours pareil, ils sont pas forcément à la hauteur de ce que nous on espère. Parfois, il y a quelque chose d'assez mais bon, ça pourrait être un chapitre, on pourra se réinviter. Mais c'est un chapitre sur l'édition, mais parfois il y a une forme d'injustice dans l'édition, ça c'est vrai que c'est assez dur parce que beaucoup d'intermédiaires, et puis les libraires avec tout ce qu'ils font de formidable, ils sont soumis à une offre prolifique de livres, ce qui fait que pour faire vivre un livre sur les tables, c'est compliqué. Donc voilà, parfois on a des choses dont on se dit tiens, à un autre moment, sur un autre, ça aurait pu cartonner parce que je sais pas, il serait sorti sur les tables avec moins de concurrence ou j'en sais rien. Et puis parfois ça passe à l'as ou ça passe sous les radars et la qualité est là. Alors c'est pas le cas pour quand même Fedor, il y a quand même eu c'est quand même c'est apprécié, il y a des mais après c'est vrai on se dit alors après il y a des stratégies d'édition, c'est de se dire on lance quand même, on est un peu plus endurant en tant qu'éditeur, on publie un deuxième, un troisième pour quand même porter le titre, porter la série, porter les personnages, porter les auteurs. À un moment donné les libraires parfois ça marche, parfois c'est comme ça que ça marche. Il y a un petit côté roue de la fortune dans le milieu de l'édition. Il y a quelque chose mais faut mettre les ingrédients dedans pour que elle tourne ta roue. Oui, mais même si tu mets les ingrédients, mais comme dit Fred, si c'est pas le bon moment, s'il y a il y a pas mal de critères qui font que ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Donc c'est le revers de la surprise, je dirais, tu vois. Voilà. C'est pas mal ça. Et galipette. Donc je vois passer en plus les chats, mais j'arrive pas à lire en même temps, j'ai pas votre
Non, t'inquiète. Mais avant de passer aux questions des auditeurs, ouais, on va y arriver. On y arrive bientôt. Là, ça fait une petite heure déjà qu'on papote ensemble. Merci encore Fred pour ton temps. Bah non, c'est je voulais encore revenir un tout petit peu sur la presse jeunesse et ton travail de DA. Et toi, en tant que spécialiste de la presse jeunesse, DA et compagnie, quelle spécificité un ou une illustratrice, un illustrateur qui aimerait travailler dans ce secteur devrait avoir en tête? Parce que c'est quand même, ça a des codes un peu particuliers. On se dit tous, je fais de l'illustration, ça pourrait être un peu partout, comme moi au début de ma carrière. Mais qu'est-ce qui est spécifique au milieu de l'illustration jeunesse et peut-être plus spécifiquement en presse? Bon, déjà, il faut distinguer ce qu'on entend par illustration jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a plein de... L'illustration jeunesse sert à plein de choses. Elle peut raconter des histoires, donc plutôt dans la fiction. Ça peut être du documentaire, donc plutôt didactique. Ça peut être du jeu, donc plutôt ludique. Donc, ou précis. Pour porter un jeu, par exemple, Laurent, toi tu sais, parce que t'en as fait pas mal. Parfois, il faut être extrêmement précis, parce que évidemment, si ça correspond pas à la consigne, on peut pas faire le jeu. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Déjà, quelle est la commande? Si la commande, c'est du récit, c'est de la fiction, je dirais que la meilleure qualité, c'est d'incarner le personnage qui est au centre du récit, de faire vivre les personnages, ce qu'on disait tout à l'heure, de façon assez théâtrale et de tenir le personnage, de le rendre expressif, de le faire vivre, d'être vraiment en accompagnement du texte et pas en opposition. C'est-à-dire que quand on dit qu'il prend une voiture bleue, pas la faire rouge, je caricature mais je veux dire de pas forcément n'en faire qu'à sa tête. Il faut quand même accompagner un texte et un auteur. Donc ça, c'est alors quand c'est un récit qu'on écrit nous, c'est encore. Faut être généreux un minimum, quoi. Évidemment, mais là je me mets dans la position d'un illustrateur qui serait au service d'un texte. Quand on est auteur en plus, on n'a pas à se poser cette question effectivement. Mais enfin, j'ai aussi vu des gens qui écrivaient, mais les images qu'ils faisaient pour supporter leur texte à eux, n'étaient, de mon point de vue, ne servaient pas forcément le texte. Donc ça, c'est un peu aussi le travail des éditeurs de l'orienter. En tout cas, la qualité d'un illustrateur, illustratrice, c'est vraiment de ça, c'est d'accompagner le texte. En fiction, ça c'est hyper important. Il y a une qualité que je dirais à tous, c'est de savoir à qui tu t'adresses, donc au lectorat que tu as. Tu vas pas faire une image de la même manière à un tout petit comme à un ado, forcément, ou à un enfant de 7 ans. Donc il faut être tout le temps tu disais générosité, mais c'est un peu ça, mais c'est vraiment en empathie avec le lecteur que tu vas toucher. Et parfois un peu aussi de se remémorer un peu comment on était, c'est-à-dire quelle capacité même intellectuelle on avait pour pouvoir lire une image, la comprendre, etc. Donc ça c'est plutôt pour la fiction. La partie documentaire, ça échappe à personne. Il faut quand même être là plus qu'en accompagnement avec le texte, c'est accompagnement avec la réalité là pour le coup. Ouais. C'est ce qui existe. Donc pareil, si dans un documentaire on parle de la ferme, puis qu'on fait des vaches bleues, ça peut être très sympa intellectuellement, mais enfin c'est pas la réalité, c'est pas ce qu'on attend d'un documentaire, donc il faut quand même être assez proche de la réalité. Alors que la fiction, il y a quelque chose de l'ordre de l'imaginaire, et ça c'est souvent assez chouette d'ailleurs en tant qu'illustrateur, parce que t'en apportes vraiment quelque chose de plus au texte. Dans les jeux, il faut avoir un talent de concepteur, quoi, clairement. C'est-à-dire que il faut aimer faire des jeux pour pouvoir illustrer des jeux, parce que en gros, si tu comprends pas la mécanique des jeux, et parfois, et même plein de fois, j'ai commandé des jeux à des illustrateurs dont je trouvais que le style était chouette, mais en fait, je me suis rendu compte en jeu, ça marchait pas. Qu'il était pas bon en jeu, et du coup, qui était pas ça se faisait amusant. C'était chouette, mais ça faisait pas des bons jeux, quoi. Les jeux, c'est un exercice. C'est un vrai exercice, T'en as fait pas mal, toi, Laurent, je crois. Non? Ouais, mais pas tout, mais. Non, j'en ai fait beaucoup. Non, à tel point que j'en étais dégoûté à un moment, je voulais plus faire de jeu du tout. Ouais. Et j'en ai refait récemment. Qu'est-ce qui t'avait dégoûté? C'est très long à faire, et puis comme tu dis, Fred, voilà, on n'est pas en contrôle total de tout ce qu'on voudrait faire dans les jeux, donc des fois c'est très frustrant, et faut revenir sur des idées qu'on a eues, etc.
Non, en fait, faut être vraiment dans un mood pour faire les jeux. Voilà. J'en ai même fait moi-même. Hein. J'ai bossé plusieurs années pour Spirou, où je faisais moi-même ma double page jeu, mais justement parce que j'avais bossé pour Astrapi chez Bayer Press et j'ai vu ce skill-là que j'avais acquis au fur et à mesure, quoi. Et ça, c'était sympa de le faire moi-même, du coup. Ouais, c'est ça. Dans Astrapi, il y a vraiment des concepteurs de jeux qui conçoivent dans la rédaction, de la même qu'à Gemnir, où là, on a déjà plus ou moins drivé, ou en tout cas encadré le niveau de compréhension du lecteur. Et ça, c'est pas mal. Et donc, on fait illustrer ensuite, effectivement. Moi, je trouve ça super de les concevoir, qu'on a des gens qui conçoivent en même temps, c'est hyper fort, ouais. Ouais, carrément. On en parle assez rarement. Alors, je sais pas si vous en parlez souvent dans votre podcast, mais le jeu, en tout cas pour la presse, nous, mais même en édition, il y a plein de titres qui cartonnent. C'est une vraie valeur pour nous. Le jeu, dans les rubricages, ça a une vraie fonction, quoi. Donc, non, j'avoue, c'est pas un sujet qu'on aborde forcément tout le temps, parce que la première des choses, c'est de parler de l'édition, de faire des albums. La seconde, c'est je voudrais faire du dessin de presse. Et effectivement, il y a des missions en illustration qui sont, comme tu disais, le documentaire, qui sont le jeu, et qui passent un peu sous le radar, quoi. Ouais, moi je les mets, parce que je les traite. Mais le jeu d'ailleurs, moi j'ai toujours eu cette impression-là, c'était que c'est une porte d'entrée, en fait, justement, quand on débute, on arrive facilement à dessiner des jeux. Alors c'est vrai, parce que ce sont des rubriques qu'on fait tester souvent, et c'est vrai que c'est un petit peu moins engageant, quand on est déjà dans un titre, plutôt que de le mettre directement en couverture. Bon, ceci dit, ça c'est un peu lissé, parce que t'as plein de jeunes dont on se dit ils font très bien l'affaire, où ils ont les épaules bien assez solides pour faire un récit, ou que ce soit, tout dépend de maturité. Il y a des gens qui sont matures très tôt. Moi, je me souviens, la première commande que j'avais faite à Catherine Meurice, qui sortait d'Estienne, elle avait illustré un délire à l'époque. Très vite, je voyais que son book, c'était hyper mature, et on lui a filé un rebond tout de suite. Mais c'est une question de feeling, quoi. Après, sur les jeux, ce que je trouve intéressant, c'est que, évidemment, on teste un peu la capacité d'échange qu'on peut avoir avec un illustrateur. Et comme c'est une mécanique un peu particulière, on teste aussi sa capacité à comprendre un brief, et sa capacité à être souple, quoi, sur certains éléments. Moi, j'ai toujours fait hyper gaffe. Je déteste, parce que je suis illustrateur, mais je déteste faire des allers-retours incessants à des corrige ci, corrige ça. Je déteste absolument ça. Donc j'ai toujours demandé à mes équipes d'avoir 2 temps, le temps du crayonné et le temps du def. Où le def, il faut que ce soit le moins de correction possible, la correction chromie essentiellement, quoi. Mais qu'on ait réglé un maximum de choses au moment des crayons. Ça, c'est hyper important, parce que on use, on fatigue tout le monde. Ah ouais. Et puis, je pense que le lien qu'on a avec des illustrateurs qu'on veut garder régulièrement, c'est aussi ça la richesse d'une maison de presse, c'est quand même de conserver des gens qui viennent régulièrement et qui traînent pas des pieds quand on t'appelle, ou qui disent oh merde, encore les relous. C'est vraiment de les faire revenir, c'est vraiment de bien les traiter. Alors on a les grilles de rémunération qu'on a, mais après c'est au moins de les respecter à pas leur faire des corrections incessantes, quoi. Je me souviens de la première fois que j'avais fait une illustration pour Cosette, le DA qu'on a reçu sur Sens Créatif, mais j'ai le gars du Parisianer, j'ai oublié son nom. Ouais. Mais je lui avais envoyé mon def, il m'a dit super, merci. Et j'avais été choqué, parce que c'était genre wow, pas de correction, rien. Et c'était genre c'est très bien en l'état, bravo. Et c'était tellement agréable. Là, en ce moment, je bosse sur une commande où il y a tellement de corrections à faire, parce que la personne qui s'en occupe, c'est pas celle qui s'en occupe habituellement, et en RVB, c'est pas le bon code, ceci, genre, est-ce que tu peux changer sim? J'en peux plus, quoi. C'est ça. Il y a des gens qui sont pas très organisés dans leur tête, et qui transmettent du coup cette angoisse ou ce stress aux gens qui collaborent avec eux. Et bon, moi j'ai toujours demandé aux équipes d'avoir une espèce de vrai cordon de sécurité, que ce soit assez étanche. Nos problèmes, ce sont nos problèmes. Il y en a parfois dans les équipes, mais ça passe pas à l'extérieur des murs de Bayard, quoi. Ouais.
Alors, je vois l'heure qui tourne. Fred, je sais que tu as une réunion à 14h aussi. Ouais. Donc, juste peut-être une ou deux questions des auditeurs. On a Aurélie sur le chat qui a posé la question, est-ce qu'il y a des regards différents sur les histoires de la part des kids si les héros sont une fille versus un garçon? Est-ce que les garçons vont lire autant les histoires avec des héroïnes dans les magazines, en fait? Oui, alors ça change. Alors déjà, nous, au-delà du lectorat, on fait un point d'honneur à alterner nos personnages. Alors c'est pas une histoire de quota, hein, mais c'est juste que maintenant c'est tellement intégré dans nos process. Enfin, je sais pas comment dire, mais on ne se pose pas tellement la question. On se la pose parce que à un moment donné, on s'est dit merde, putain, on avait fait 3 garçons de suite, voilà, ou 3 filles de suite parce que mais non, on tient énormément à la mixité. On tient énormément à la mixité genre comme ethnique ou d'origine. C'est hyper important pour nous. Donc en fait, et après sur le regard, moi, il y a vraiment une absolue certitude, c'est que les enfants s'en tapent complètement. C'est-à-dire que en gros, c'est un personnage, voilà. Donc soit fille ou garçon, pour nous c'est important parce que l'incarnation c'est hyper important. Il faut que on ait autant. Enfin, voilà, c'est une évidence. Mais par exemple là, pour ce que je connais à Adélie Dello, j'ai autant de garçons que de filles. Moi, c'est vraiment. Oui, alors que c'est un personnage féminin. À une époque, on aurait pu se dire et ça elle a été. Franchement, il y a eu des réactions. Je me souviens, les petites filles, c'est pour les petites filles, les petits garçons. Les petits garçons, les petites filles peuvent s'incarner peuvent se projeter dans les garçons, mais pas l'inverse. Ça a été ça a été des grandes phrases qu'on entendait même début 2000. Hein. On avait des séries, on s'est dit ouais, mais on sait tous que les filles peuvent plus facilement se projeter sur les garçons. Maintenant, on en revient carrément, et c'est très bien. Il y a une question de Crocu aussi qui va rebondir un petit peu. Il est également auteur chez Sarbacane. Est-ce qu'un héros peut avoir un âge différent de celui de son public cible? Et je trouve que la question est pas si naïve que ça. Ouais. Ça aussi, c'est un grand combat. Je sais pas à partir de quel moment on a décidé que tous les héros jeunesse devaient être des enfants. Je sais que on a beaucoup travaillé sur ça. J'aime lire notamment parfois, on a poussé des romans où les protagonistes n'étaient pas des enfants. Mais spontanément, les textes qu'on reçoit en manuscrit mettent en scène des enfants. Moi, je trouve qu'on pourrait être beaucoup plus proportionné, c'est-à-dire qu'on pourrait être beaucoup plus équilibré entre des héros qui sont incarnés par des enfants. Et il y en a toujours eu, c'est très bien. Enfin, je vais pas le dire le contraire. Je fais Adélie Dello, mais je veux dire, mais parce que je pense que ça a une valeur vraiment de miroir, d'effet miroir. Ça, c'est hyper important. On pourrait pas avoir que des héros adultes, comme ça a été, dans les années 30, les années 40. Enfin, il y avait très peu de personnages enfants. Et pourtant, c'était de la presse jeunesse, mais il y avait des cow-boys, des machins, des super-héros. Enfin, c'était des adultes qui n'étaient pas enfants. Bon, moi, je pense que quand même, c'est super fort d'avoir une incarnation. Ça s'est fait beaucoup dans les années 60. On parlait de Petit Ours Brun tout à l'heure, mais c'est vrai que ça a été le cas. Dans les années 60, il y a eu vraiment ce travail autour de l'enfance. L'enfant est une personne. On va totalement comprendre sa psychologie. Et ça, c'est vraiment le tournant des années 60 qui font qu'à un moment donné, oui, pourquoi pas aussi incarner beaucoup plus et faire des personnages héros enfants. Donc nous, on l'a porté beaucoup. Et c'est vrai qu'on pourrait très bien remettre un tout petit peu d'adultes des fois dans la projection. Je trouve que c'est intéressant. Moi, je militais pas mal en comité de lecture là-dessus, en me disant le protagoniste, ça pourrait être un adulte. Si c'est une histoire de pirate ou de chevalier, ça peut être chouette quand même. T'as mentionné Petit Ours Brun, c'est un peu une private joke, mais je sais qu'il y a quelqu'un dans le chat qui n'aime pas du tout Petit Ours Brun, et c'est une sorte d'offense au bon goût, nanana. Voilà, Potinstar qui dit c'est lui. Il faut rappeler que Petit Ours Brun, il y a quand même un truc assez génial, c'est que finalement il y a des dessinateurs qui s'enchaînent, qui doivent reprendre le style de Petit Ours Brun. Ça, je trouve ça un peu, on pourra en faire un épisode si vous voulez. Ouais, j'appelle ça POB, excusez-moi, c'est mon jargon, c'est Petit Ours Brun, tout le monde l'appelle POB ici. POB. Mais c'est quoi ton regard en tant que, en tant que DA, en tant que illustrateur qui a du goût, t'as de la culture et tout, et concernant POB, est-ce
C'est quoi, très brièvement, et puis après, il va falloir qu'on se dise au revoir. Bon, moi, mon regard, je vais pas être focus, il a évolué. Sur que clairement, moi, j'ai eu mon premier fils en 2001. Donc voilà, dans les années 2000, je trouvais pas ça très, très chouette. Ça, c'était en dehors de mes codes graphiques. Je trouvais voilà. Depuis, mon regard a complètement évolué, et parce que aussi, je vois du côté du lecteur et je vois l'énorme amour que ça suscite chez les tout petits. Alors les tout petits, quand j'entends tout petits, c'est des 18 mois, 3 ans, et les maternelles. Ils découvrent vraiment les 4-5 ans. 4-5 ans, ils sont déjà presque plus trop dans le POB, non? Mais POB, pardon, hein, vous avez tous compris. Hein, ouais, POB, petit ours brun. Mais les tout petits, il y a un attachement très très fort. Il y a plein de qualités à ce personnage. Je vous passe juste l'histoire, effectivement, de la genèse. Ça sera l'objet, mais d'un autre rendez-vous si vous voulez. Mais sur les héros, ça pourrait être intéressant. Mais c'est formidable, la genèse. Et après, ce que je trouve beau, et je le redis, et je le découvre encore plus, que je suis dans une cellule où on travaille sur les personnages, et Petit Ours Brun nous prend pas mal de temps. C'est que on est dans la gouache, on est dans une petite enluminure, en fait. Alors on peut aimer le graphisme ou pas, mais en tout cas, c'est d'une petite enluminure un peu de tradition russe. Il y a du Douanier Rousseau là-dedans, derrière aussi. Donc on peut effectivement, et je respecte complètement le fait qu'on puisse pas aimer le graphisme, mais ça a une valeur quand même, et les gens le perçoivent complètement. Dans un environnement où, par exemple, en face, on a du Choupi, qui est un tout petit peu plus sec, enfin, tu vois, en couleur ou en aplat. Là, le fait d'avoir la gouache, le travail, petit tableau, les gens nous le disent. On a fait pas mal d'études et nous le disent beaucoup. Ils nous disent quand même, on a l'impression d'avoir un petit tableau. Et ils voudraient pas le voir en numérique, quoi. Et puis c'est hyper populaire. En fait, on arrive à accéder à des populations qu'on ne touche pas sinon. Et ça, c'est aussi une autre valeur de POB dont on se rend pas tellement compte, parce qu'aller dans toutes les librairies et on touche un lectorat, voilà, et on leur fait aimer les livres grâce aussi à ça. Donc, c'est quand même pas anodin, quoi. Donc, toutes ces petites choses font que on peut s'attacher très très fort à ce personnage. Tu vois, ça se déchaîne dans le chat, là. Il y a quelqu'un qui dit. Ah oui, c'est le sujet. En fait, on aurait dû faire un épisode sur POB. Attends, non, j'ai juste fait la relation par rapport graphiquement, parce que j'ai pas d'avis là-dessus. C'est juste que on voit bien graphiquement, c'est de la plat couleur ordi. Il y a le trait qui est un peu tremblé, mais enfin mais en tout cas la valeur de POB, c'est ça. Et puis après, c'est tout bête aussi, mais on l'a repéré. Il y a une représentation, par exemple, l'incarnation en étant marron. Et ben, on a vu aussi qu'il y avait beaucoup de populations qui se reflétaient dans ce personnage-là. Et c'est chouette aussi. Voilà, je trouve qu'il y a une forme de diversité dans ce personnage-là, malgré tout, qu'on n'a pas repéré au début, parce que c'était un petit peu. Oui, forcément. Et qui fait un petit lien avec ça, et je trouve ça chouette. Voilà, mais c'est un épisode entier. Hein. Si jamais vous avez 2 heures, mais ça peut être super marrant. C'est un épisode sur POB. J'aurais jamais cru qu'on terminerait sur Petit Ours Brun, et aussi que ça déchaîne les passions dans le chat. Donc merci. Oui, pardon, là je les vois défiler. J'espère qu'ils sont pas tous en train de me fabriquer une poupée et de m'enfoncer des aiguilles. Non, mais merci beaucoup, Fred, pour ton temps. C'était hyper chouette d'échanger. Ouais, je voudrais juste rajouter un petit truc, Jérémy. Ouais. C'est que j'invite tout le monde à aller sur justement l'Instagram de Fred et de regarder ses doodles. Donc tous les sketchbooks qui présentent, parce que c'est vraiment moi c'est ce que je préfère dans ton trait. J'adore quand tu fais ça. J'espère que tu vas bientôt sortir des albums avec ce style-là. Des artbooks, des croquis, des livres de croquis. Merci. C'est adorable, vous êtes adorable, et merci beaucoup pour ce temps-là. C'est très enrichissant, et j'espère que c'est utile pour plein de gens. Bah, on en est sûr. On est sûr. C'est pas tous les jours qu'on peut parler avec un DA qui a plus de 20 ans d'expérience dans une des plus grandes maisons de presse de France. C'est pas, où les gens peuvent-ils éventuellement, t'envoyer leur book? C'est sur, Bayard qu'il faut aller, ou c'est sur ton site perso? Non, c'est sur Bayard. Je préfère, c'est toujours ce truc d'étanchéité, c'est pas mal. Ouais. Frédéric, tranquille, Frédéric.benaglia @ groupebayard.com. Ok. Super.
Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous d'avoir été présents avec nous. Sur ce, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et on vous dit à très très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout n'oubliez pas, everything is connected! Oh, tiens, voilà quelqu'un. Petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain. Petit ours brun. Tu fais toujours ton coquin. Mon petit ours malin. Tape, tape dans tes mains. Petit ours brun. Saute, saute les pieds joints.